Bonjour, merci de votre aimable fidélité à cette émission. Ce nouveau numéro de Un œil sur l'actualité sera entièrement consacré à la Cour de justice de la CEDEAO. Cette institution sous-régionale est un peu comme une bouée de sauvetage pour les concitoyens de l'espace CEDEAO qui sont mécontents des institutions judiciaires nationales et font appel donc à cette Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses attributions? Comment rend-elle ses décisions? Nous allons faire donc cette plongée au cœur de cette institution avec deux invités qui sont avec moi. Aboubacar Diakité, vous êtes greffier à la Cour de justice de la CEDEAO. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et puis, docteur Daouda Fall, il est directeur par intérim du département recherche, documentation et communication, également à la Cour de justice de la CEDEAO. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue au Togo d'abord. Merci. Alors, question toute simple, c'est quoi l'objet de cette présence des membres de la Cour de justice de la CEDEAO au Togo? Je vous remercie. C'est une mission de sensibilisation qui vise à faire connaître la Cour de justice de la CEDEAO et qui essaie d'atteindre les différents acteurs de la communauté, principalement les ressortissants de la communauté. Et de ce point de vue, cette mission vise à montrer que la Cour existe, que la Cour est opérationnelle, qu'elle est organisée, qu'elle a des compétences, qu'elle inspire confiance et qu'elle joue un rôle extrêmement important au sein de la communauté. Et nous avons ciblé les journalistes parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen de faire passer le message, d'atteindre le maximum d'acteurs, le maximum de ressortissants de la communauté. Est-ce que c'est suite à un constat que cette cour n'est pas très connue des membres de l'espace CEDEAO que vous faites cette tournée de sensibilisation? Oui, effectivement, il y a un constat. Il y a un constat que la majorité des citoyens de la communauté ne connaissent pas, ne sont pas au courant de l'existence de cette cour. Et souvent, ce qui est inquiétant, même dans le milieu intellectuel, puisque moi je suis du Niger, il y a des magistrats qui me posent la question de savoir quelles sont les compétences de la Cour de justice de la CEDEAO. Et des magistrats qui sont censés faire des renvois à titre préjudiciel, c'est-à-dire qu'eux-mêmes font partie des justiciables de la communauté, de la Cour de justice. Ils sont sollicités lorsque un problème se pose à eux, à l'occasion de l'application d'une disposition du droit communautaire, de renvoyer la question lorsqu'ils ne sont pas bien éclairés par rapport à la question, de renvoyer la question à la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Donc vous comprenez que même dans le milieu intellectuel, les gens ne sont pas au courant, à plus forte raison le citoyen indigent et illettré. Comment vous expliquez ce déficit-là de connaissances sur la Cour? Pourquoi c'est cela? Je crois que le déficit vient du fait qu'il y a un manque de sensibilisation. Ça, c'est de votre part? Bon, il faut dire que nous, on a commencé à faire les sensibilisations depuis 2004. On a fait pas mal de pays pour faire connaître la Cour. Mais c'est une mission extrêmement difficile parce qu'il faut atteindre le maximum de personnes. Bon, mais c'est surtout, généralement, on crée une organisation, mais le message ne passe pas au niveau de la base. Les textes ne sont pas vulgarisés. Il n'y a pas une socialisation des textes de manière à permettre aux acteurs composant cette organisation de se les approprier. Alors, ce qui fait qu'il y a un déficit de communication, un déficit d'information qui font qu'il n'est pas possible pour le citoyen lambda de connaître la Cour de justice de la CEDEAO. Et comme il a dit,
des intellectuels aussi ne connaissent pas la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, mais là, c'est le plus grave que les intellectuels, les acteurs qui relèvent du domaine du droit ne connaissent pas cette cour. Là, c'est qu'il y a un véritable problème de communication quelque part. Effectivement, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication. Il faut aller vers, les acteurs de la communauté. Il faut aller vers les intellectuels, les inviter à des conférences, à des séminaires, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent qu'il y a une organisation internationale qui existe, une cour de justice qui existe, de manière à connaître comment cette organisation fonctionne, comment cette juridiction de cette organisation fonctionne, et comment se déroulent les procès, etc. etc. Donc c'est un déficit, à mon avis, de communication. Est-ce que, oui. Et je pense qu'il faut dire que les États doivent beaucoup collaborer pour faire connaître la Cour de justice de la CEDEAO. Parce que quand je compare avec le droit au Hada, le droit au Hada est largement vulgarisé dans nos États. C'est relayé par les organes de nos États pour atteindre le maximum d'acteurs qui pourraient être intéressés par le droit au Hada, ce qui n'est pas le cas pour le droit communautaire. Donc je pense qu'à ce niveau, les États doivent aussi mettre de leur pour pouvoir vulgariser davantage le droit communautaire. Mais est-ce qu'il y a un intérêt pour eux à le faire? Est-ce que ce n'est pas peut-être pour les États une manière pour eux de montrer que nos juridictions nationales ne fonctionnent pas bien, donc vous pouvez saisir des juridictions supérieures? Non, je ne pense pas, parce que tout simplement, ce n'est pas seulement vous voulez faire allusion à la violation des droits de l'homme, mais je dis non parce que la Cour a aussi d'autres matières qui peuvent régler la marche de la communauté, notamment en matière du droit communautaire qui ne concerne pas les droits de l'homme, qui peuvent réguler la bonne marche de la communauté. Et vous voyez, ce n'est pas seulement les droits de l'homme. Donc les États peuvent avoir intérêt à ce que le droit communautaire soit vulgarisé, que la Cour de justice de la communauté CEDEAO soit connue davantage. Alors, docteur Daouda Fall, lorsqu'on parle aujourd'hui de la Cour de justice de la CEDEAO, présentez-nous cette institution. C'est quoi en fait? La Cour de justice de la CEDEAO est l'organe judiciaire principal de la communauté, qui est créé par un traité, par un protocole, le protocole de 1991. Lequel se fonde sur une disposition du traité révisé, qui est la constitution de la CEDEAO, qui prévoit la création de la communauté. Et c'est ce protocole qui fixe l'organisation, les compétences, les règles de procédure de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est quand même, il y a d'autres protocoles qui ont été adoptés ultérieurement pour renforcer le protocole de 91, notamment l'élargissement des compétences de la Cour de justice de la CEDEAO et les modes de désignation des juges. Ce sont des protocoles additionnels qui ont été adoptés en 2005 et en 2006. Alors, cette Cour est composée de 7 juges. 7 juges. 7 juges qui sont ressortissants des membres de la communauté. Ils viennent du Sénégal, du Nigeria, du Libéria, du Burkina Faso, de la République de Guinée, de la République de Guinée-Bissau et du Mali. Donc, ce sont ces 7 juges qui sont censés dire le droit au nom de la communauté. Et ces juges-là sont indépendants des institutions des États. Et leur indépendance découle du choix de leur nomination, qui échappe complètement aux États. Et secondo, ils disposent des privilèges et des immunités diplomatiques qui font qu'ils sont à l'aise, qu'ils peuvent travailler en toute tranquillité, en toute liberté. Et en leur sein, ils ont constitué un bureau composé d'un président, d'un vice-président et du doyen des juges. Et ce bureau a pour fonction essentielle l'orientation stratégique des activités de la Cour de justice de la CEDEAO, mais aussi c'est ce bureau qui adopte le programme de travail de la Cour et les lignes budgétaires
de la Cour. Je vois que vous insistez beaucoup sur la composition, l'indépendance de la composition de la Cour. Dites-nous aujourd'hui, ces 7 juges-là, comment ils sont nommés, comment ils se retrouvent à la Cour de justice? Ils sont nommés de manière vraiment très démocratique, très indépendante. Est-ce que c'est des appels à candidature? C'est leur État qui les désigne? Non, c'est des appels à candidature. Les États, d'abord, la conférence des chefs d'État, donc les autorités de la CEDEAO, déterminent quels sont les pays qui doivent être concernés par la candidature. C'est-à-dire que cette fois-ci, les derniers juges qui viennent d'être nommés, par exemple, le Togo ne fait pas partie. Mais il y avait un juge togolais qui quittait. Donc chaque fois qu'on détermine les pays qui doivent fournir la Cour en juge, donc l'avis de vacances est lancé dans ces États-là concernés, les 7 États. Donc, c'est-à-dire ce que vous voulez dire, ne postule pas qui veut. Non, tout le monde. Si tu es juriste, un grand juriste d'un certain niveau, tu es juge d'une certaine expérience, quand ton pays est choisi pour donner un juge, il n'y a pas de problème, tu postules. C'est le choix des pays qui m'intéresse ici. C'est un choix rotatif. Justement, c'est la rotation entre les États. Ça veut dire que prochainement, maintenant, vous avez, comme il a dit, des juges de Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Sénégal. Ça veut dire qu'à la prochaine rotation, ces pays-là n'auront pas de juge. Plutôt des pays comme le Niger, le Togo, qui ne font pas partie de cette mandature, vont fournir la Cour en juge. Je crois que n'est pas juge de la communauté qui veut. Il faut remplir certaines conditions. D'abord, il faut être de nationalité d'un membre de la communauté. Ça, c'est dardard. C'est une condition essentielle. Savoir la nationalité de l'État membre. Il faut avoir exercé les plus hautes fonctions juridictionnelles dans votre pays. Ça peut être des fonctions exercées au niveau de la Cour suprême ou alors au niveau des juridictions suprêmes équivalentes. Il faut avoir une expérience de 20 ans. Ou bien alors être un jurisconsulte ayant des connaissances notoires en matière de droit international public, général ou en droit de l'intégration. Et jouir aussi d'une intégrité morale. À partir du moment où ces conditions sont remplies, alors en ce moment-là, vous pouvez postuler pour être juge. Et le choix du juge a évolué. Vous savez, auparavant, ce sont les États qui envoyaient au Conseil des ministres, au secrétaire exécutif de la communauté à l'époque, qui est commission actuellement, 3 candidats. Et le secrétaire exécutif transmet les candidatures au Conseil des ministres. Lequel Conseil des ministres fait une sélection des meilleurs candidats et ensuite transmet à la conférence des chefs d'État du gouvernement de la communauté qui choisissait les juges de la communauté. Ce processus maintenant a été aboli. Maintenant, on a créé un conseil judiciaire de la communauté. Et c'est ce conseil judiciaire de la communauté qui procède au recrutement des juges de la communauté. Comment ça se passe? Comme il a dit. D'abord, la conférence des chefs d'État du gouvernement de la communauté, qui est l'organe suprême de la communauté, désigne, attribue les postes vacants de juges aux États, à des États. Et maintenant, le conseil judiciaire établi va se réunir et est composé des présidents des juridictions suprêmes, ou de représentants, mais des États à qui on n'a pas attribué de poste. Et maintenant, à partir de ce moment, tout candidat, que ce soit au Japon, si c'est le Sénégalais, parce que le Sénégal est désigné comme pays, le Sénégal qui est au Japon, aux États-Unis, au Togo, peut postuler. Et le conseil judiciaire recense toutes les candidatures, fait la présélection des candidats, procède à l'interview des candidats et choisit les 3 meilleurs parmi les ressortissants des pays désignés et ensuite transmet au Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres saisisse la conférence pour choisir les meilleurs candidats. Parce que immédiatement après l'interview, le Conseil des ministres procède un classement par ordre de mérite et dit voilà, nous avons fait notre travail, messieurs les ministres, voilà ce que nous recommandons. Si c'est la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté pour procéder à la nomination des juges.
Voilà le processus. C'est un processus vraiment, comme il a dit, démocratique, transparent, qui échappe aux États. Si au début, les États étaient au début du processus et à la fin du processus du choix des juges, ici, ce n'est plus le cas. C'est le Conseil judiciaire, composé de juges, de magistrats, qui va procéder au recrutement. Donc c'est cette manière-là pour vous de vous assurer que les juges qui sont nommés sont vraiment indépendants, impartiaux, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a pas eu des cas où vraiment, il y a eu des cas où vous avez senti que ce juge n'est pas partiel dans son exercice? Non. De tout le temps, depuis l'existence de la Cour de justice de la communauté CEDEAO, en tout cas, tous les juges, depuis les premiers juges jusqu'à ceux d'aujourd'hui, nous avons constaté une certaine hauteur de vue de leur part. Vraiment, ils sont d'une haute qualité morale et ils sont vraiment impartiaux. C'est notre sentiment. Alors maintenant, on va évoquer le rôle maintenant de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette cour, elle est là. Elle sert finalement à quoi? Cette cour a été créée pour réguler, comme je disais tantôt, la marche de la communauté en matière des textes communautaires. C'est plus tard. Donc chaque fois qu'un État ne respecte pas ses engagements communautaires, la Cour peut être saisie pour ramener cet État, pour constater d'abord la responsabilité de cet État par rapport à l'application sur son territoire des règles communautaires. Mais plus tard, elle a acquis en 2005 une autre compétence en matière des droits de l'homme pour protéger les droits de l'homme qui sont violés dans son espace. Pas forcément pour les citoyens, uniquement pour les citoyens de la CEDEAO, y compris toute personne qui se trouve être sous la juridiction de la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Il y a aussi d'autres compétences, comme par exemple la fonction publique communautaire, lorsqu'un agent de la communauté, sans que ses droits ont été bafoués par l'institution, il peut saisir la Cour de justice dans le cadre du litige de la fonction publique communautaire. Mais est-ce qu'il peut arriver que la Cour s'autosaisisse? Non, il n'y a pas autosaisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Même lorsqu'elle a connaissance des violations flagrantes? Même si elle a connaissance, le juge ne s'autosaisit pas. La Cour est saisie. Et donc, pour revenir à la question, vous savez, quand on crée une organisation régionale d'intégration ou à caractère universel, on prévoit toujours une juridiction qui a pour fonction essentielle de régler les conflits, les litiges entre les États qui composent cette organisation, ou les acteurs qui composent cette organisation. Et donc, de ce point de vue, la Cour de justice de la CEDEAO a pour fonction essentielle de régler les différends, les litiges entre les États membres de la communauté, entre les États membres et les institutions de la communauté, ou bien entre les institutions de la communauté, ou alors entre les personnes physiques et les États de la communauté, ou les personnes physiques et les institutions de la communauté. Mais à partir de ce moment, les États ont conféré à la Cour une série de compétences, comme il a dit. Une compétence consultative pour permettre à la Cour d'aider à la compréhension des textes. Par exemple, la fonction ici, c'est que la Cour donne un avis sur des questions qui requièrent l'interprétation des textes de la communauté. Si un texte est flou, on donne à la Cour et la Cour va dire le sens qu'il faut accorder à cette disposition. Maintenant, à côté de cette compétence consultative, il y a la compétence contentieuse qui est diverse et énumérée. Il a cité la fonction publique de la communauté qui est réservée uniquement aux fonctionnaires de la communauté qui font l'objet de mesures disciplinaires. Uniquement. Et il y a le contentieux de la responsable extra-contractuelle qui est aussi aménagé pour la Cour, le contentieux des droits de l'homme, le contentieux de l'interprétation, de l'application des textes de la communauté, et il y a aussi le contentieux des renvois préjudiciels, il l'a expliqué tout à l'heure,
Et ensuite, et la Cour joue aussi un rôle d'arbitrage. Et qui fait que la Cour est devenue une instance ayant des compétences extrêmement élargies. D'autant plus que même les textes disent que vous avez cette compétence énumérée limitativement, mais on peut vous donner encore d'autres compétences que la conférence des chefs d'État de gouvernement veut bien vous donner, ou alors le protocole, les textes de la communauté. Ce qui veut dire que nous avons ici une juridiction qui a compétence pour intervenir dans le champ communautaire, mais aussi qui a compétence qui peut intervenir dans un champ qui touche le droit international public général. Donc c'est extrêmement large. Voilà la raison d'être de la communauté, de la Cour de justice de la communauté. Mais il faut peut-être ajouter que cette compétence consultative n'est offerte qu'aux institutions de la communauté et qu'elle ne concerne pas les individus. Effectivement. D'accord. Maintenant, qui peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO? Toutes les institutions de la CEDEAO peuvent saisir la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Je dis toutes les institutions, c'est-à-dire pas uniquement des institutions qui ont des bâtiments comme ça, y compris les institutions comme la conférence des chefs d'État, c'est une institution. Le Conseil des ministres, c'est une institution. Le Conseil des ministres peut aussi saisir la Cour. La Commission peut saisir la Cour. Le Parlement peut saisir la Cour. L'OAS, le GIABA, toutes ces institutions de la communauté CEDEAO peuvent rester devant la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Donc, en plus des institutions, maintenant vous avez les individus dans deux catégories, dans la violation de leurs droits de l'homme et dans le litige de la fonction publique communautaire. Donc voilà à peu près qui peuvent saisir la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Oui, il a bien décrit les personnes qui peuvent saisir la Cour. Il faut dire qu'il y a des possibilités de saisine dans des champs déterminés. Par exemple, les États peuvent intervenir en recours à manquement. Les personnes physiques peuvent intervenir en matière de contentieux de la légalité, appréciation de la légalité. L'individu peut intervenir en matière de violation des droits de l'homme, rester en justice. L'individu peut rester en justice dans le cadre de la fonction publique communautaire, mais aussi dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle. Donc, c'est ça qui montre que, pour compléter ce qu'il disait, les possibilités de saisine de la Cour. Alors, quand je posais la question sur qui, je pense surtout aux moyens de saisine. Comment ça se fait? Alors, la Cour de justice de la communauté CEDEAO est saisie par une requête écrite. Ça, ce sont les exigences des textes relatifs à la Cour. Que ce soit en matière contentieuse ou que ce soit en matière consultative, l'exigence est que la requête doit être par écrit. Et elle a un certain nombre de contenus. Le requérant doit dire son identité, l'identité du défendeur, l'objet de la requête, les offres de preuves s'il y en a. Sans ces conditions, la requête va un peu dormir, c'est-à-dire que le greffe ne va pas l'enregistrer. Il va plutôt retourner chez le requérant, donc chez le demandeur, pour lui demander de compléter sa requête sur tel point. Donc ça, c'est l'alinéa 6 de l'article 33 du règlement de la Cour qui demande au greffier de faire cette démarche. Et lorsqu'il aura accompli, donc rempli toutes les conditions, en ce moment, le greffier procède à l'enregistrement de la requête et maintenant peut débuter l'instance. Il paraît que cette saisine peut aussi être faite, vous dites c'est obligatoirement par écrit, mais on peut la faire aussi par mail. Lorsque vous ferez cette requête par mail, c'est possible, mais les textes vous demandent obligatoirement d'envoyer l'original de la requête dans les 10 jours qui suivent l'envoi électronique. Et je dois encore ajouter que la requête
lorsque vous voulez déposer une plainte devant la cour, il vous est fait obligation d'être accompagné par un avocat. Sans un avocat, vous ne pourrez pas déposer une plainte. Oui, d'accord. Oui, il a résumé pratiquement comment saisir la cour. Mais je voulais intervenir sur un point. Moi, je pense chaque fois que c'est le chaînon manquant du processus, l'absence d'aide juridictionnelle. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit comment saisir la cour. Le citoyen, comme il a dit, il faut qu'il choisisse un avocat. Mais s'il n'a pas les moyens de choisir l'avocat, justement, il ne pourra pas intervenir, il ne pourra pas rester en justice. Et là, on est en face d'un problème qui peut laisser penser que la Cour de justice est créée pour les riches. Les riches, voilà. Donc, nous sommes en face d'une Cour de justice à géométrie variable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense de plus en plus à concevoir un projet pour instituer un fonds d'assistance judiciaire, pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de rester en justice. Bon, c'est vrai que dans l'état actuel des textes, il n'y a pas le fonds d'assistance judiciaire. La Cour peut se déporter pour statuer dans les États proches des parties, c'est possible. Bon, on pense aussi à créer des sous-greffes, mais je crois que le fondement, c'est l'assistance judiciaire. Il faut qu'on ait un fonds d'assistance judiciaire pour permettre aux ressortissants de la communauté qui n'ont pas les moyens d'accéder à la justice, si tant même on a ouvert la saisine à leur profit, directement, pour saisir la Cour, l'assistance, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas intervenir. Donc, il faut nécessairement qu'il faut cette assistance judiciaire. Alors, il paraît, puisque vous êtes là, on va éclaircir tous les points, il paraît que lorsqu'on saisit la Cour, il faut se déplacer à Abuja pour déposer la requête. L'avocat a deux possibilités, on l'a dit. Il peut se déplacer et aller à Abuja, comme le font très souvent les avocats, au greffe et l'enregistrer. Ils peuvent envoyer la requête par email, à la condition de faire suivre, de faire suivre la requête par DHL à la Cour de justice. Justement, on en revient toujours dans le même cas d'espèce où on a une cour pour les riches parce que très peu de personnes auront les moyens finalement de payer un avocat pour se déplacer. La justice a un coût, il faut payer. Si vous ne payez pas, si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas accéder à la justice. Mais là, est-ce qu'on a une justice accessible? Et donc, peut-être que si on avait un fonds d'assistance judiciaire, on aurait peut-être plus de cas. C'est très possible. Oui. Peut-être qu'il y a quelque part en Afrique de l'Ouest des gens qui sont victimes de violations des droits de l'homme, mais qui sont découragés parce que non seulement ils n'ont pas les moyens de saisir la Cour, et ensuite la Cour est éloignée, la Cour est à Abuja, à des milliers de kilomètres de chez eux. Et donc, nécessairement, si vous n'avez pas de fonds d'assistance judiciaire, il est impossible de créer les conditions d'accès, je veux dire, facile pour les particuliers. Vous n'avez pas l'impression, Aboubakar Diakité, que là nous sommes en train de parler d'une institution, vous voulez faire connaître cette institution, mais finalement ce ne sont que les personnes aisées qui pourront. Oui, en tout cas, jusqu'à ce que soit institué un fonds d'assistance judiciaire, on peut penser comme vous le dites, mais je pense que c'est pour cela la Cour est en train de mettre les moyens doubles pour pouvoir parvenir à l'institution de ce fonds d'aide judiciaire. Elle travaille vraiment activement sur ça et je pense que sous peu, on aura ce fonds d'aide judiciaire. Alors, nous avons une cour communautaire. Les moyens avec lesquels cette cour fonctionne, elle les trouve où? Ce sont les États qui mettent les moyens à sa disposition. C'est une institution de la communauté CEDEAO. Comme toute autre institution, le budget est fourni par les États membres. Oui. Alors, oui. Il y a ce qu'on appelle le prélèvement communautaire. Donc c'est là où c'est le prélèvement communautaire qui alimente le budget de la communauté. Maintenant que si saisine est faite, il faut comment se fait maintenant la procédure à votre niveau? Lorsque quelqu'un, un requérant, a fait saisine, a saisi la cour, comment se fait la procédure maintenant? Alors, lorsque la Cour est saisie, comme je vous disais tantôt, le greffe vérifie la requête, la conformité de la requête par rapport à l'article 33 du règlement. Lorsque tout est effectif, tout est conforme, nous enregistrons cette requête, nous lui attribuons un numéro
Et maintenant, nous informons le président de la Cour de l'arrivée d'une nouvelle requête. Et automatiquement, il désigne un juge rapporteur, un juge qui sera chargé de traiter au jour le jour cette requête. Mais en même temps, le greffe est obligé automatiquement, immédiatement, de notifier la partie adverse, de lui envoyer une copie de la requête qu'il a enregistrée en l'informant que c'est une plainte qui a été déposée contre lui et qu'il a 30 jours, d'après les textes, il a 30 jours pour réagir. Il va réagir par ce qu'il est convenu d'appeler un mémoire en défense. Et en procédure, je vous parle d'une procédure normale, qui suit son cours normal, où il n'y a pas d'incident de procédure. Donc lorsque nous informons le défendeur, il réagit par un mémoire en défense. Nous sommes tenus également d'informer le demandeur de ce mémoire en défense. Nous le lui notifions. Lorsque nous lui notifions le mémoire en défense, il a le droit de réagir par une réplique, ainsi de suite. Et la réplique aussi du requérant, du demandeur, est notifiée au défendeur qui peut réagir par une duplique. Et normalement, à partir de ce moment, d'après les textes, d'après le règlement, la procédure prend fin. Maintenant, le juge rapporteur, le juge là qui a été désigné comme rapporteur dans ce dossier, va faire son rapport préalable qu'il va présenter à ses collègues du panel, constitué également par le président de la Cour. Alors, il y a trois possibilités. Soit il dit que dans ce dossier, il y a toujours des problèmes. Il faut que la Cour ordonne des mesures d'instruction. C'est-à-dire, il faut fouiller davantage, soit en faisant un transport sur les lieux pour vérifier des faits, de constater, ou nommer un expert pour élucider une question dans cette affaire, ou appeler des témoins pour les auditionner. Tout ça, c'est des mesures d'instruction. Il peut, dans son rapport, ça c'est une possibilité, donc demander à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction. Et la deuxième possibilité, c'est de dire, ah non, tout est clair, maintenant on peut passer à la phase orale, phase orale, donc à l'audience des plaidoiries. Et la troisième possibilité, c'est de dire, écoutez, vraiment ce dossier, tout est clair, on n'a plus besoin même de la phase orale, de l'audience, nous pouvons décider sur pièce. Donc voilà le cheminement que suit une affaire lorsqu'elle est introduite jusqu'au jugement. Et s'il... Docteur Daouda, ce cheminement-là, est-ce que ce n'est pas extrêmement long, finalement? C'est long, mais je crois que ça a été aménagé pour permettre aux partis de s'exprimer, pour permettre aux partis de se défendre et d'argumenter. Et dans toutes les juridictions du monde, c'est comment s'appelle, c'est aménagé ainsi. Chaque fois, la partie a un mois pour répondre. Donc, généralement, en principe, une affaire, comme on l'a dit, il y a deux phases. Il y a la phase écrite et la phase orale. La clôture de la phase écrite survient au 4e mois du début de la requête, de l'enregistrement de la date de l'enregistrement de la requête. Sauf si ce délai a été écourté par une procédure d'urgence. Parce que parfois les parties peuvent dire, bon, nous voulons que la Cour statue en urgence. Et là, le délai est raccourci. Bon, mais normalement, l'introduction du mémoire en défense dure un mois, parce que comme il a dit, le requérant notifie sa requête au niveau du greffe, le greffe le transmet à la partie défenderesse, la partie défenderesse a un mois pour déposer son mémoire en défense. Quand le mémoire en défense est déposé, le greffe donne le mémoire au demandeur. Le demandeur a un mois pour répliquer. Ou alors,
si le demandeur réplique et le greffe enregistre, la part défenderesse a encore un mois pour dupliquer. Donc voyez-vous, donc c'est un temps qui est aménagé pour permettre qu'il y ait un débat contradictoire au niveau des écrits avant que la phase orale puisse être ouverte. Si tant le juge à côté décide qu'il y aura une phase orale. Donc il faudrait ajouter à ce niveau qu'il arrive des cas où, lorsque vous, requérant, vous déposez votre requête, nous notifions le défendeur, il réagit par un mémoire en défense. Lorsque nous notifions ce mémoire en défense au requérant, souvent il nous écrit pour dire qu'il n'a rien à dire. Et là aussi, ça écourte le délai. Et j'espère qu'il vous a parlé de la procédure accélérée aussi. C'est une possibilité qui est offerte quand vous déposez votre requête, mais de manière séparée, que ça ne soit pas fondu dans la requête principale. Par acte séparé, vous pouvez demander à la Cour que vraiment vous sollicitez que la Cour passe en procédure accélérée pour traiter votre affaire. Et dans ce cas, la Cour va permettre, si elle pense ainsi, recevoir le mémoire en défense et ne pas notifier le demandeur de ce mémoire, puisqu'il a demandé d'aller vite. Donc à ce niveau aussi, ça peut accélérer les choses. Et là, il faut préciser que l'urgence est appréciée par les juges. C'est qui apprécie l'urgence. Il y a nécessité d'accélérer ou de ne pas accélérer la procédure. Ce n'est pas parce que le requérant a demandé que ça va se faire de facto. Non, pas du tout. Oui, mais est-ce que... ça sera étudié. Ça sera étudié en panel. Est-ce qu'à votre niveau, quand vous prenez ce temps-là pour étudier les dossiers, est-ce que vous avez à l'esprit, en toile de fond, qu'il y a peut-être quelqu'un qui est détenu quelque part et il faut rapidement aller? Oui. Ah oui. On tient compte de tout ça, de tous les éléments. Bon, la Cour a eu à accélérer les procédures parce que tout simplement, il y avait une détention arbitraire qui fallait nécessairement intervenir. Il y a des problèmes de santé qui ont amené la Cour à accélérer la procédure, etc. Il y a beaucoup de... En tout cas, l'appréciation de l'urgence revient exclusivement au juge. C'est le juge qui décide s'il y a urgence ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a demandé d'accélérer que la procédure est accélérée. Non, il faut qu'il y ait une appréciation d'urgence par les juges. Et là, je donne toujours l'exemple de Michel Gbagbo, qui a été piqué par un scorpion, qui a saisi la Cour en procédure, en référé, pour demander à ce que la Cour condamne l'État de Côte d'Ivoire à s'occuper de sa santé. Et la Cour est allée dans ce sens. Alors, maintenant, si cette Cour, lorsqu'elle est saisie, et que ces délais sont respectés, maintenant pour que l'audience ait lieu, comment cela se passe enfin? Bon, lorsqu'un dossier est fin prêt, donc le président de la Cour va informer le greffe qui tient un rôle d'audience. Et c'est sur ce rôle que sont programmés les dossiers pour les audiences en fonction de leur entrée au greffe. Donc c'est chronologique. Chaque fois qu'un dossier est terminé, l'instruction est terminée, la présidente décide de l'enrôler, informe le greffe et le greffe fait sortir le rôle d'audience, qui peut comporter plusieurs jours d'audience ou qui peut comporter un seul jour d'audience. Ça dépend du nombre de dossiers qui sont prêts. Bon, là, on sort de la procédure écrite pour aller à la phase orale, qui consiste en l'audition des parties et des témoins. Et maintenant, ici, on a deux possibilités. Ou le procès se tient à Abuja, et là, les parties peuvent venir à Abuja pour plaider avec leur avocat. Ou alors, la Cour décide de se déporter. Comme je disais tout à l'heure, la Cour peut dire, bon, la partie m'a saisi, elle n'a pas les moyens de venir à Abuja, elle vit dans des conditions extrêmement difficiles, donc moi, je peux me déplacer à Lomé, si le ressortissant est à Lomé, pour statuer. Mais là, ici encore, c'est la Cour qui apprécie. C'est la raison pour laquelle, dans le protocole, il est dit que lorsque les circonstances de la cause l'exigent, la Cour peut se déporter. Voyez-vous? Et donc, l'appréciation des circonstances dépend des juges aussi. Et un cas concret,
c'est celui de l'affaire AVTR contre le Mali, où l'avocate des plaignants a demandé à la Cour à ce que l'audience se tienne ou à Bamako ou à Lomé. Et la Cour a accédé à sa requête en tenant une audience à Lomé. Il y a 2 ans de cela, je crois. Alors, donc là, ça aussi, les parties peuvent le demander. Oui, oui. Et c'est en fonction de quoi? C'est motivé par quoi? Bon, elle, dans ce cas précis, l'avocate a précisé que ses clients sont vraiment des indigents. Ils ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Abuja. Elle voudrait que la Cour entende ces requérants-là. Ils sont plus de 100. Mais elle promet à la Cour d'amener une vingtaine pour qu'ils soient entendus. Elle n'a pas les billets d'avion pour eux jusqu'à Abuja. Mais elle dit que si c'est à Bamako ou à Lomé, elle peut faire le déplacement par voie terrestre et venir. Et c'est ce qu'il fait. Alors, maintenant, lorsque saisine est faite et qu'on ouvre les auditions, vous écoutez toutes les parties, aussi bien le demandeur que le défendeur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, si les juges sont satisfaits, s'ils pensent qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour statuer, alors ils clôturent la phase orale et vont délibérer sur le cas. Généralement, ils fixent une date aux parties pour dire telle date nous allons délibérer. Et donc les parties à cette date-là peuvent venir et la Cour donne l'arrêt, donne la décision. Mais après, c'est les 7 juges qui se rassemblent, réunissent entre eux pour délibérer? Non. Vous savez, quand une affaire vient à la Cour, lorsque le greffe saisit la présidente, c'est à elle de constituer un panel. Le panel peut être généralement composé en nombre impair. Soit 3 juges, 5 juges ou 7. Bon, maintenant, si c'est 3 juges, ce sont les 3 juges seulement qui vont siéger. Si c'est 5, ce sont les 5 qui vont siéger. Si c'est 7, ce sont les 7 qui vont siéger. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour que le vote soit majoritaire, c'est ça? Soit majoritaire, oui. Alors, maintenant, pour rendre la décision. Bon, pour rendre la décision, comme il l'a dit, une fois que les parties ont été entendues dans la salle d'audience, les juges s'estimant suffisamment éclairés, comme il a dit toujours, les juges renvoient l'affaire pour délibérer. Et ils fixent une date. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 19 juin, ils peuvent dire délibérer au 15 juillet. Donc, à cette date, les parties, s'ils le désirent, ce n'est pas une obligation, elles peuvent se présenter dans la salle d'audience et les juges vont venir avec leur décision déjà prête pour donner lecture de la décision. Oui, vous savez que, comme il l'avait dit tout à l'heure, le juge rapporteur, parce que quand le panel est constitué, on choisit un juge rapporteur. C'est lui maintenant qui maîtrise la procédure, c'est lui qui suit toute la procédure et c'est lui qui propose un projet d'arrêt. Donc après la clôture de la phase orale, les juges du panel vont discuter du projet d'arrêt présenté par le juge rapporteur. Discuter et avoir une position sur ce projet d'arrêt. Maintenant, s'ils s'entendent sur ce projet d'arrêt, à ce moment-là, les juges peuvent délivrer la décision. Mais il peut arriver, comme notre langue de travail, c'est le français, l'anglais et le portugais, qu'on traduise le texte en portugais, en français ou en anglais, avant de le prononcer de la décision. Ce qui fait parfois il y a du temps entre l'arrêt, lorsque l'arrêt a été rédigé, et maintenant la traduction. Parce que la composition peut être multilinguistique. Par exemple, on peut avoir un lusophone, un anglophone, un francophone. Bon, il y a des interprètes à la Cour. Ils aident à comprendre, aux autres de comprendre ce qui se passe. Donc, et nécessairement, quand le projet est arrêté, il faut nécessairement les traduire pour ces juges, pour qu'ils comprennent et discuter. Et après, maintenant, c'est à la majorité qui décide. Dès l'instant qu'ils décident, maintenant, vous allez les prononcer. Alors, ce qu'on reproche aussi un peu à la Cour, c'est le fait que ces décisions sont floues. Par rapport aux décisions de la Cour,
Nous ne nous revient pas de les commenter dans tous les cas. Mais ce qui est sûr, le justiciable qui avait saisi la Cour a toujours la possibilité de rebondir après la décision. S'il estime que les dispositions ne sont pas claires à ses yeux, il peut retourner à la Cour pour demander l'interprétation de la décision qui le concerne, pour vraiment que la Cour éclaire toutes les dispositions de son arrêt. Donc il a ce droit. Donc il ne va pas uniquement clamer que c'est flou. Non, il peut retourner, saisir la Cour par une requête, dire écoutez, moi, dans votre arrêt, telle disposition me semble floue, je n'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout ça, c'est des questions qu'il peut librement poser à la Cour. Et la Cour est obligée de statuer là-dessus par rapport à ces questions. Donc je ne pense pas qu'il y ait ambiguïté dans les décisions. Parce que les cas que nous avons eu par exemple ici au Togo, il y a eu des cas qu'on a eu où il y a eu diverses interprétations entre État et parti au procès, où l'État a donné une autre interprétation, dit ah voilà la décision de la Cour de justice, voilà ce que ça signifie, où les partis, les concernés disent non, voilà ce que ça signifie. Oui, mais c'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre que les décisions fassent l'objet d'interprétations différentes. Donc chaque parti essaie de tirer le droit de son côté. De son côté. Est-ce qu'une décision de justice n'a pas vocation à être claire, fixer toutes les parties? La décision de justice est toujours claire, précise, pour permettre aux parties de se retrouver. C'est la raison pour laquelle, si la décision est incompréhensible, comme il a si bien dit, on retourne l'arrêt à la Cour pour que la Cour interprète son propre arrêt pour éclairer les parties. Et ça, ce n'est pas propre seulement à la Cour de justice de la CEDEAO, hein, c'est propre à toutes les juridictions internationales. À la Cour internationale de justice, on fait aussi des arrêts interprétatifs. À la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et ce n'est pas propre à la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, maintenant, votre pouvoir de coercition sur les États pour que vos décisions soient respectées, est-ce que vous avez véritablement un pouvoir de coercition? La Cour, lorsqu'elle rend ses arrêts, elle n'a pas vocation à poursuivre l'exécution de ces arrêts. Ça, ce n'est pas son domaine, ça ne la concerne pas. Et j'espère que c'est la même chose pour toutes les autres cours internationales. C'est valable pour la Cour africaine des droits de l'homme, pour la Cour européenne des droits de l'homme, pour la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Peut-être la Cour interaméricaine, elle suit, elle se renseigne sur ces décisions, sur l'état de leur exécution. Mais ce qui est sûr, en général, ça c'est une exception à la règle, ce qui est sûr au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, lorsque elle rend ses décisions, si les États ne s'exécutent pas, elle fait un rapport, dans son rapport annuel adressé à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, elle relève tous les cas d'inexécution. Et c'est à l'organe politique de s'en occuper. La Cour n'a rien à voir dans l'exécution de ces arrêts. La Cour européenne, la même chose. Ils ont un comité des ministres qui s'occupe de l'exécution des décisions de leur arrêt. Et maintenant, au niveau de la Cour de la CEDEAO, je crois que Dr Fall va parler plus amplement de cette possibilité de sanction, mais qui ne relève pas de la Cour, qui relève de la commission de la CEDEAO. Docteur Fall. Oui, il faut partir du principe que l'exécution des arrêts dépend de la volonté des États. La Cour n'a pas de gendarme, la Cour n'a pas de policiers, n'a pas de police. Par conséquent, si un État refuse d'exécuter, a priori la Cour est désarmée. Elle ne peut pas saisir les biens de l'État pour que l'État s'exécute. Elle ne peut pas forcer l'État sur la contrainte que l'État s'exécute. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans le cadre de la communauté, on a adopté des textes. Le traité révisé, en son article 77, prévoit des sanctions contre les États qui violent leurs obligations envers la communauté. Et ces sanctions sont encore plus détaillées dans un autre texte,
un acte additionnel qui a été pris en 2012, intitulé « Sanctions des États qui violent ou qui n'honorent pas les obligations envers la communauté ». Et quand on lit cet acte additionnel, parmi les obligations énumérées, il y a l'obligation de respecter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce qui veut dire que si un État ne respecte pas les décisions de la Cour, il viole son obligation envers la communauté. À partir de ce moment-là, deux possibilités se posent. Si le conflit concerne deux États et que l'État refuse, l'État qui a gagné le procès peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour dire que l'État viole ses obligations envers la communauté, ne veut pas exécuter la décision. Et la Cour va engager la responsabilité de cet État envers la communauté. Maintenant, il appartient à la conférence de l'État et du gouvernement, se fondant sur la 77 du traité révisé, de sanctionner l'État. Si c'est un individu qui est en face d'un État qui refuse d'exécuter une décision qui lui est favorable, l'individu saisit le président de la commission, lequel président de la commission met en demeure l'État récalcitrant et lui donne un délai d'exécution. Généralement, c'est 1 mois. Si dans ce délai-là, l'État ne s'exécute pas, alors le président de la commission va saisir le Conseil des ministres pour dire que tel État ne veut pas exécuter. Nous demandons que vous recommandez à la conférence de l'État et du gouvernement de prendre des sanctions. Et quand la conférence de l'État et du gouvernement est en face d'un tel document, elle a une panoplie de sanctions qui se résument à des sanctions administratives, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques ou des sanctions, j'allais dire militaires. C'est possible. On a vu des États qui étaient menacés d'intervention militaire de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire par exemple, ou bien la suspension d'État de la communauté. Alors, vous me permettrez de faire une approche comparative. Ça, c'est une procédure qui est spécifique à la communauté. Mais quand vous allez dans le cadre de l'Union européenne, quand la Cour de justice de l'Union européenne rend une décision et que l'État européen membre de l'Union refuse d'exécuter, en ce moment-là, la Commission déclenche la procédure d'astreinte. C'est-à-dire, par jour de retard d'exécution de la décision, l'État récalcitrant paie des amendes. Si nous prenons le cadre de l'Organisation des Nations Unies, l'État qui a gagné le procès peut saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire tel État n'a pas respecté les décisions que vous avez rendues. Et il appartient au Conseil de sécurité de décider des sanctions dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Donc voyez-vous, chaque organisation établit des mécanismes pour l'exécution des décisions de l'organe judiciaire qui est créé au sein de cet organe, de cette organisation pour régler les différends des États membres de cette organisation. Mais est-ce que cela ne relance pas la question même de l'autonomie même de la Cour, de son indépendance, de sa souveraineté, je veux dire en fait? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que cela puisse remettre en cause son autonomie. Du moment où, en toute indépendance, elle rend ses décisions, en toute indépendance, vraiment, et elle a eu à condamner beaucoup d'États. Bon, certains s'étaient exécutés spontanément, d'autres avec un peu de retard. Mais je pense globalement ce qu'on veut d'une cour de justice, c'est de bien mener de manière contradictoire, respecter le principe du contradictoire jusqu'à la fin de la procédure et rendre une décision vraiment indépendante et bien motivée. Je crois que c'est ça qu'on demande à la Cour. On ne lui demande pas, on ne va pas lui reprocher l'inexécution de ses décisions, puisqu'elle n'a aucun contrôle par rapport à ça, à l'instar d'autres juridictions internationales. Moi, je crois que l'inexécution, comme l'a si bien dit, d'une décision de la Cour n'entraîne pas de facto l'absence de souveraineté de la Cour, ou bien son indépendance. L'inexécution d'une décision
pose le problème de l'efficacité du droit. Voyez-vous, ou bien de l'effectivité du droit. Parce qu'on doit sanctionner qui n'est pas exécuté, n'est pas effectif. Donc, je crois que moi, en tout cas, depuis que je suis à la Cour, je n'ai pas vu des États dire que moi, je n'exécute pas, je refuse d'exécuter. Il y a un seul cas qui s'était posé, ça concerne la Gambie. Mais la Gambie avait dit que moi, je n'exécute pas les décisions de la Cour, je ne suis plus concerné par les procès de la Cour, tant qu'il n'y aura pas une juridiction d'appel. Parce que la Gambie ne peut pas comprendre que la Cour de justice de la CEDEAO statue en premier et dernier ressort. Que ces décisions soient exécutoires, obligatoires et sans appel. C'est inattaquable. Inattaquable. Donc, la Gambie a dit non. Tant qu'il n'y aura pas de juridiction d'appel, moi je n'exécuterai plus les décisions de la Cour. Ce qui a motivé d'ailleurs toute cette conception d'un projet pour instituer une chambre d'appel au sein de la Cour de la CEDEAO. Voyez-vous. Et donc, les États ne refusent pas d'exécuter. Mais les États peuvent retarder l'exécution. Parce que l'État qui est condamné en face d'une décision, essaie de voir s'il n'y a pas de faille qu'il peut exploiter pour ne pas exécuter dans l'immédiat l'arrêt. L'État peut dire l'arrêt est flou, je ne comprends rien. La Cour n'a qu'à interpréter. Ça va prendre du temps. C'est une procédure. Ou bien l'État peut dire mais non, il y a un fait nouveau qui n'a pas été tenu compte au moment du prononcé de l'arrêt. Et par conséquent, si ce fait nouveau était connu du juge et que moi-même l'avais, était inconnu à mon niveau et que en ce moment-là, peut-être la décision ne serait pas la même. Voyez-vous. Donc, et là, on tombe dans le champ de la révision de l'arrêt. Ou bien, parce que l'État a été condamné par défaut, il peut dire, mais écoutez, moi je m'oppose à l'exécution de la décision. Parce que pour telle ou telle affaire, on n'a pas décidé. Tout comme aussi une tierce opposition, une tierce personne peut dire, écoutez, la décision a été rendue, mais ça porte atteinte à mes intérêts. Par conséquent, demandons de surseoir à l'exécution. Donc, voyez-vous, ce sont des possibilités qui sont offertes pour les États, que les États exploitent généralement pour retarder l'exécution. Mais moi, je ne pense pas que l'État dise que moi, je n'exécute pas. Je refuse d'exécuter, sauf le cas de la Gambie. Et la Gambie avait donné sa raison principale, c'est-à-dire qu'il faut une cour d'appel. Vous avez une cour d'appel, moi je respecte les décisions. Mais il y a d'autres décisions qui, mais malgré tout, malgré cette volonté de la Gambie de ne pas exécuter les décisions de la Cour, il n'empêche que la Gambie, finalement, au fil du temps, est revenue sur de meilleurs sentiments et est revenue à la Cour de justice de la CEDEAO. Alors moi je pose cette question m'intéresse parce que vous avez dans l'espace CEDEAO des gens qui pourraient être détenus, qui ont eu une quelconque affaire avec l'État, qui sont détenus et vous rendez une décision et l'État dit je ne m'exécute pas ou du moins retarde l'exécution et cette personne croupit en prison et la Cour ne fait rien. Je crois qu'il a dit, dès l'instant que la Cour a donné la décision, son travail est terminé. Son travail est terminé. La Cour ne doit pas de porte à porte pour voir si sa décision a été exécutée. Ça ne se fait nulle part. Mais ce sont les avocats de la partie qui doivent saisir le plan de la commission. De la CEDEAO. De la CEDEAO. Par exemple, si la personne détenue demeure sur la détention malgré la décision, son avocat peut saisir le plan de la commission. Et le plan de la commission a l'obligation, c'est une obligation, de mettre en demeure l'État pour dire, écoutez, la Cour a rendu une décision pour que vous libériez le prévenu. Et vous le maintenez. Exécutez la décision. Maintenant, s'il n'exécute pas, alors l'affaire sera portée au niveau de la conférence des chefs d'État du gouvernement. Il y aura toujours des chefs d'État qui vont dire, attention, les décisions de justice ne se commandent pas, on vous a demandé d'exécuter, il faut exécuter. Et l'État peut venir à meilleur sentiment et libérer la personne. Le cas s'est posé pas dans la détention, c'est le cas de Karim Wade, le fils de l'ancien président du Sénégal. Vous savez, la Cour a rendu une décision pour dire que la mesure qui frappe Karim Wade n'avait pas de fondement juridique et que la Cour invite le Sénégal à lever l'interdiction. Le Sénégal n'a pas fait. L'avocat de Karim Wade
a saisi le président de la commission. Parce qu'il est au courant du texte qui existe, l'acte additionnel dont je parlais, de 2012. Et le président de la commission a saisi le ministre de la Justice du Sénégal. Il veut dire, telle décision a été rendue, vous devez vous exécuter. Vous avez un mois pour le faire. Et le Sénégal a répondu en disant que, bon, au moment où vous rendiez l'arrêt, c'est vrai que je n'avais pas notifié à Karim Wade l'interdiction de sortie du territoire national. Donc, c'est cette absence de notification qui explique l'absence de base juridique. Maintenant, je l'ai notifié qu'il ne quitte pas le territoire. Et donc, l'affaire a été arrêtée à ce niveau. Mais si le Sénégal n'avait pas répondu, le président de la commission allait saisir la conférence par le biais du Conseil des ministres pour prendre des sanctions contre le Sénégal. Donc ce n'est pas une hypothèse d'école, ça peut se passer. Mais est-ce que pour la Cour elle-même, est-ce que c'est une bonne image aux yeux des habitants ou des concitoyens de l'espace CEDEAO de se dire que lorsque je vais devant la Cour, quand elle rend sa décision, c'est fini, ça s'arrête là, maintenant c'est encore à moi, à mon avocat de se battre pour que ça soit appliqué? Je reviendrai toujours sur la séparation de la Cour. Il faut séparer la Cour de l'exécution de ces décisions. Il faut vraiment les séparer parce que la Cour, quand elle rend sa décision, elle s'en tient à ça. Il ne lui revient pas de suivre jusqu'à l'exécution dans les détails. Bon, maintenant vous venez d'être informé qu'il y a une autre procédure que la communauté a mise en place pour s'occuper de ce volet d'exécution. Et je pense que c'est un mécanisme pratique. Le Sénégal l'a fait, Karim Wade l'a fait, d'autres pourraient le faire. Rien ne leur interdit de suivre la même démarche. Ou de revenir pour avoir un éclairage par rapport aux dispositions floues dont vous parlez, ou vous procédez par ce mécanisme de saisine du président de la commission pour faire plier l'État à s'exécuter. C'est vrai que quand une juridiction rend une décision, quand la décision n'est pas exécutée, la décision peut être frustrée. C'est possible d'être frustrée. Et les partis peuvent se désintéresser. Il faut dire, écoutez, à quoi ça sert d'aller à la Cour quand on sait que sa décision ne sera jamais exécutée? Donc, il peut y avoir un découragement. Mais je tiens à préciser ici qu'il y a un cadre qui est efficace et opérationnel aménagé par la communauté pour suivre l'exécution des décisions de la Cour. Et même les États ont été invités pour choisir une autorité nationale chargée de l'exécution des décisions de la Cour. Au Togo, c'est le greffier de la Cour suprême qui a été choisi pour suivre l'exécution des décisions de la Cour. Autrement dit, même l'avocat peut saisir le greffier pour dire attention, la Cour a rendu, voilà l'arrêt. Et voilà le dispositif de l'arrêt qui dit il faut libérer, mais il ne libère pas. Ah, il faut faire quelque chose. Peut-être le greffier va trouver des moyens pour convaincre l'État à s'exécuter. Ou alors on transpose le problème au niveau communautaire. Et ça, c'est la conférence chef d'État du gouvernement qui va décider. Et il faut ajouter également que autant vous parlez de ces décisions qui souffrent d'inexécution, autant il y a des décisions qui ont été exécutées spontanément par les États. Si je vous prends l'exemple du dossier de l'esclavage de Khadija Toumani Koraou contre la République du Niger, dès le prononcé de l'arrêt, les autorités du Niger ont instruit le Trésor à prendre les dispositions pour exécuter cet arrêt immédiatement. Je crois que cet arrêt est l'un des arrêts qui n'ont pas souffert vraiment d'un délai trop étiré pour leur exécution. Et ça a été un exemple, et ça a encouragé les citoyens nigériens. Vous avez vu, après cet arrêt, beaucoup de Nigériens sont venus devant la Cour. Ce qui veut dire que ça inspire confiance. Alors, autre chose que l'on reproche aussi un peu à vos arrêts, c'est peut-être parfois l'absence de délai.
dans les décisions que vous prenez, je vous ordonne dans un délai temps de faire ceci. Vous savez, il y avait une affaire, quand ça coste la Sierra Leone, où le requérant demandait à la Cour de préciser dans sa décision que l'État a l'obligation d'exécuter la décision. La Cour a dit qu'elle n'a pas besoin de le dire. Elle n'a pas besoin de dire à l'État que son arrêt est exécutoire. C'est dans les textes, dans les traités, et par conséquent. Bon. L'État, d'une manière générale, dès l'instant qu'on notifie la décision, en principe, il doit s'exécuter. Il doit exécuter la décision. Mais si cette décision implique des instances financières, comme nous connaissons le mécanisme lourd de l'État, ça peut prendre du temps. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'exécution de la décision. Alors, j'en viens par exemple à un cas pratique dont nous avons eu connaissance, nous, par exemple, d'une décision qui a été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, où il est dit, où il est demandé à l'État d'organiser le procès de telle X personnes dans de brefs délais ou de le libérer. Là, on pouvait mettre des délais à l'État, imposer des délais à l'État. Non, je pense que lorsque l'État ne l'aura pas fait, ça veut dire qu'il n'y a pas un procès équitable. Et ça revient à la violation d'un droit de l'homme. Le gars peut retourner devant la Cour pour solliciter, pour encore la solliciter dans ce cas. Puisque la Cour n'a pas à quantifier, à arrêter un délai dans lequel ceci ou cela doit être fait. Il ne lui revient pas de le faire. Elle, ce qui est sûr, elle a rendu une décision et c'est à l'État de s'y conformer. Elle n'a pas à revenir suivre jusque dans les détails, l'État l'obliger, non. Mais de toutes les façons, vous savez, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO entre dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le droit dérivé. Le droit dérivé, il y a un droit primaire qui est constitutif même de la communauté et chaque institution produit du droit dérivé. Et que ce soit le droit primaire ou que ce soit le droit dérivé, c'est comme des engagements pris par les États. Et lorsque vous consultez la Convention de Vienne de 1969, du 23 mai 1969, une de ces dispositions parle de la règle pacta sunt servanda. C'est-à-dire que les engagements pris doivent être respectés. Rien que à ce niveau du droit international général, du droit public général, l'État, chaque État membre de la CEDEAO doit s'exécuter, sans même faire référence au texte spécifique de la CEDEAO. Chaque fois, dans le droit international, qu'un État s'engage, il doit respecter ses engagements. Et je pense que ces dispositions suffisent à ce que l'État s'exécute dans le cadre des décisions de la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Vous savez que rien n'empêche à la Cour de justice de la CEDEAO de fixer un délai. C'est possible. Ça parle dans ses compétences. Il y a eu des cas. Il n'y a pas de cas, mais je veux dire, ça peut se faire. Bon, mais quelle est l'utilité de ça? Et ça, c'est pas dérouler un processus de confrontation avec l'État. Et je crois que le Cour de justice doit l'éviter. Il y a une détention qui est arbitraire. La Cour dit, la détention est arbitraire. Nous condamnons l'État du Togo, si c'est le Togo ou si c'est le Sénégal, nous condamnons l'État du Togo pour violation des droits de l'homme du requérant. Il appartient à partir du moment où l'État a l'arrêt de s'exécuter, d'exécuter l'arrêt. La personne ne doit plus être sur le lieu de la détention. Il doit être libéré. S'il ne le fait pas,
C'est cela qu'il faut déclencher le mécanisme qui est prévu par la communauté dont l'État lui-même a participé à l'élaboration et a signé. Mais le cas d'espèce que j'évoque là, où la décision de la Cour de justice a dit, a condamné l'État, ou enfin a demandé à l'État d'organiser le procès ou de le libérer. Là, l'État a le choix. Vous n'avez pas contraint l'État à faire quelque chose. Vous avez laissé un champ ouvert à l'État, par exemple. Si on prend un exemple parmi tant d'autres. Bon, non. Quand la Cour dit organiser le procès ou le libérer, à partir du moment où l'État a reçu la décision, il doit s'exécuter. Il ne doit pas y avoir un temps anormalement long pour exécuter une décision de justice. La décision doit venir, d'autant plus que les textes de la Cour disent que l'État prend immédiatement les mesures nécessaires à l'effet d'exécuter la décision de la Cour. Immédiatement. Ça peut se comprendre sur le champ. Principe d'instantanéité. Alors, si l'État ne le fait pas, ce sont les avocats de ne pas se décourager, de rappeler à l'État son obligation, et si l'État refuse toujours, et d'aller vers la commission. Saisir le président de la commission, lequel président de la commission va saisir l'État lui-même pour dire libérez-le, conformément à la décision de la Cour. Et s'il ne le fait pas, il saisit le Conseil des ministres pour commander à la conférence des sanctions à prendre. C'est comme ça que fonctionne le mécanisme, en tout cas théoriquement. Et je crois que l'État n'aime pas être ne pas être décrédibilisé. Il ne veut pas voir son image écornée. Parce que quand la presse parle d'une chose, ça, c'est relié au niveau communautaire, au niveau international, c'est l'image de l'État qui est affectée. Et automatiquement, les projecteurs internationaux sont braqués sur l'État. Et l'État, généralement, l'évite. Et de ce point de vue, je crois que si nous suivons le processus déterminé par la communauté, je crois que la personne peut être libérée. Ou le procès organisé. Moi, je pense que le système de sanctions adopté par la CEDEAO fait de la CEDEAO la meilleure communauté régionale en matière de sanctions des États ou pour voir les décisions de la Cour être exécutées. Pourquoi je dis cela? Parce que quand le docteur Fall parlait, j'imaginais le procédé appliqué aux décisions de la Cour européenne de Strasbourg, des droits de l'homme. Et quand vous prenez ce système d'exécution, nous devons même être fiers. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, eux, ils sont arrivés à un moment où automatiquement, ils s'exécutent maintenant. Mais au départ, ce n'était pas évident. Vous voyez, lorsque une décision est rendue à la Cour européenne des droits de l'homme, le greffier transmet une expédition de l'arrêt, une copie de l'arrêt, au comité des ministres qui est chargé du suivi de l'exécution. Il n'a aucun moyen coercitif. Il va juste s'atteler à rappeler à l'État chaque fois qu'il y a une réunion, un conseil des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, à chaque occasion de rappeler que cet État ne s'est pas exécuté. Et c'est juste ce qu'il a à faire. Et rien d'autre. Peut-être, au bout du champ, après plusieurs années, quand l'État ne s'exécute pas, il peut revenir saisir la Cour pour qu'elle constate le manquement de cet État. Mais sinon, le système de la CEDEAO, tel qu'expliqué par Dr Fall, est beaucoup plus efficace. À la Cour africaine, c'est la même chose. Les arrêts sont rendus, les États ne s'exécutent pas, elle dresse un rapport annuel, elle le remet à la conférence des chefs d'État. C'est tout. Mais à la CEDEAO, vous voyez, le président de la commission peut jusqu'à écrire à l'État pour qu'il s'exécute. S'il refuse à le faire, il peut continuer à saisir la conférence des chefs. Tout ça, c'est beaucoup plus coercitif, à mon sens, puisque des sanctions sont prévues, bien déterminées, comme il vous les a citées. Donc je pense que nous, on doit être fiers de notre système CEDEAO. Alors, est-ce que, d'un autre côté, le fait que, par exemple, quand un État
opposé à un individu, par exemple. En général, dans les décisions dont on a eu vent, c'est souvent l'État qui est condamné. Oui, ça montre déjà l'indépendance de la Cour. Que la Cour dit le droit au nom de la communauté. Vous savez, la Cour est une juridiction d'une organisation régionale, qui est dans son essence même une organisation internationale. Et les justiciables qui apparaissent devant la Cour ne sont pas les mêmes au niveau national. Ici, la partie défenderesse est toujours un État ou une institution de la communauté, jamais un autre individu. Par exemple, un citoyen de la République togolaise ne peut pas attraire un autre citoyen de la République togolaise devant la Cour. Tant bien même qu'il pourrait le faire au niveau national. Au niveau communautaire, seul l'État est défendeur, seule l'institution est défenderesse. C'est la raison pour laquelle les violations des droits de l'homme ne peuvent être que le fait de l'État, pas d'individus. C'est l'État qui viole les droits de l'homme. Et c'est l'État qui est attrait devant la Cour, pas un individu, pas même un État fédéré, un État fédéral comme le Nigeria. Par exemple, c'est l'État du Nigeria. C'est l'État du Nigeria en tant qu'entité fédérale qui a conclu le traité, qui est parti au traité, mais pas, par exemple, Enugu, qui est un État fédéré. Enugu ne peut pas saisir la Cour, attraire, ou bien on ne peut pas saisir Enugu, ou le ressortissant nigérian ne peut pas saisir Enugu, ne peut pas saisir la Cour pour sanctionner Enugu. Donc c'est un État fédéré. Elle n'a pas la qualité de sujet de droit international. Seul l'État fédéral a la qualité de sujet de droit international, c'est l'État fédéral qui engage les États fédérés dans la communauté internationale, dans les relations internationales. Alors, vous avez évoqué brièvement, en parlant à l'instant, le fait que ce soit une mauvaise publicité quand même pour les États, que souvent leurs affaires se retrouvent devant la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que c'est un peu le cas quand chaque fois un État voit ses décisions se retrouver devant la Cour de justice de la CEDEAO parce que tel citoyen ne serait pas content de ce que les juridictions nationales ont fait? Non, je ne pense pas que ce soit. C'est quand vous êtes trop condamné que c'est une mauvaise publicité. Mais le fait de vous attraire devant la Cour de justice de la CEDEAO, ce n'est pas une mauvaise publicité. Plutôt, vous venez, il y a des États qui se défendent bien et qui gagnent leur procès. Et le requérant tombe. Donc c'est pas une si mauvaise publicité que ça. Je crois même que c'est un instrument de mesure de l'état de droit. Ça montre tout simplement que l'État peut être poursuivi. Il y a d'autres cieux, on n'ose pas attraire l'État. Mais c'est le fait d'attraire l'État, ça montre que nous sommes en démocratie, il y a un état de droit, et les particuliers, lorsque les droits sont violés, peuvent saisir une juridiction pour sanctionner leur État. Et moi je pense qu'il faut même saluer nos États, puisque chaque État de la CEDEAO qui est attrait devant la Cour de justice de la CEDEAO répond aux notifications que la Cour lui envoie. Donc c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que les États acceptent de se soumettre à la loi communautaire qu'ils ont eux-mêmes créée. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas un État, quand on lui envoie une notification d'une requête, d'une plainte d'un de ses citoyens ou de quelqu'un dont les droits ont été violés sur son territoire et qui n'a jamais répondu à la Cour prétextant qu'il ne reconnaît pas la Cour. Donc vraiment, moi je pense que c'est déjà un point de gagner pour la communauté CEDEAO. Et il faut le dire, il faut saluer les autorités, nos autorités de la CEDEAO, puisque c'est la seule organisation sous-régionale qui, de manière expresse, claire et nette, connaît, donc la Cour connaît des violations des droits de l'homme et qui protège les droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Si vous prenez les autres communautés sous-régionales, quand vous prenez la SADC, vous avez vu, le tribunal de la SADC
a même été fermé parce qu'il avait condamné le Zimbabwe. Donc les États de l'Afrique australe ne sont pas prêts à admettre ce genre de plainte. Et la communauté de l'Afrique de l'Est, une cour existe à Arusha, mais elle ne connaît pas des violations des droits de l'homme. Et la communauté de l'Afrique centrale, elle ne connaît pas non plus. Elle a un tribunal basé à N'Djamena. Elle ne connaît pas de la violation des droits de l'homme. L'Union du Maghreb, comment ça s'appelle, ils n'ont pas une cour pour, à plus forte raison, connaître de la violation des droits de l'homme. Mais écoutez, saluons nos autorités ouest-africaines. Ça, c'est un courage de nos autorités qui ont accepté de se soumettre. Vous voyez, donc... et bien qu'ils sont allés même plus loin, pour faciliter même les individus à faire valoir leurs droits. En leur disant, vous n'avez pas besoin de chercher une solution nationale avant d'aller voir la Cour. Il n'y a pas d'épuisement de voie de recours. Vous pouvez saisir la Cour. Vos droits sont violés, vous pouvez saisir la Cour immédiatement. Alors que ça ne peut pas se passer comme ça dans le cadre de l'Union africaine. Ou de l'Union africaine. On a épuisé les voies de recours. Un ressortissant togolais, victime de violation des droits de l'homme, qui veut saisir la Cour africaine des droits de l'homme, a d'abord à épuiser les voies de recours internes, a d'abord aller devant le tribunal de première, je ne sais pas, tribunal régional, je ne sais pas s'il y a ici. Si le tribunal de première instance ne donne pas satisfaction, il va à un appel, si l'appel va en cassation. Après, maintenant, si on n'obtient pas satisfaction, à ce moment-là, il vient à la Cour africaine. Alors que là, ce n'est pas le cas. La Cour européenne, c'est la même chose, la Cour américaine, c'est la même chose. Mais la Cour de la CEDEAO, c'est la seule institution juridictionnelle dans le monde à ne pas consacrer l'épuisement de voies de recours interne. Et ça, les États, pour vous dire, facilement les particuliers. Et donc, si un État est attrait, c'est de bonne guerre, et par conséquent, c'est un instrument de mesure de l'efficacité du système. Je voudrais, on arrive vers la fin de cette émission, je voudrais qu'on évoque rapidement le fait d'attaquer les décisions. Vous avez dit brièvement que les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO sont inattaquables, c'est-à-dire devant la Cour, ou bien on peut encore passer à une instance supérieure comme la Cour africaine des droits de l'homme. Non, il n'y a pas une instance supérieure. Et je crois que docteur Fall en passant, vous a informé des procédés pour remettre en cause les arrêts de la Cour. Il vous a dit que l'appel est exclu, il n'y a pas d'appel. Mais que par d'autres truchements, par exemple, lorsqu'une décision a été rendue par la Cour de la CEDEAO, et qu'après, qui ne vous donne pas satisfaction, bien sûr, et qu'après, vous avez un élément nouveau, que si cet élément était connu, au moment où les juges allaient rendre leur décision, pouvaient modifier cette décision, donc vous retournez pour demander la révision de l'arrêt, que la Cour révise son arrêt. Je crois que jusqu'ici, on a eu jusqu'à 7 demandes en révision. Et ça, c'est un premier procédé pour remettre en cause l'arrêt déjà rendu. La deuxième possibilité, c'est l'État, par exemple, quand il n'a pas participé à la procédure normale, il n'a pas participé, mais à la fin, le requérant lui-même dit, bon, écoutez, puisque l'État ne s'est jamais présenté, n'a jamais conclu, s'il vous plaît, rendez-moi ma décision par défaut. Donc, par défaut, sans que le défendeur n'ait conclu. Et la Cour décide, généralement, si elle donne raison au requérant, ça veut dire que l'État défendeur, quand il aura vu sa décision, cette décision le condamnant, il peut revenir demander à la Cour non de surseoir à l'exécution de cette décision, qu'il s'oppose à cette décision, pour lui permettre cette fois-ci de conclure. Et la troisième possibilité est que, après chaque arrêt, le greffe prend des dispositions pour publier ces arrêts au journal officiel de la communauté. Et l'intéressé, celui qui est intéressé par une telle décision, qui n'était pas au courant de l'affaire, et il découvre qu'il y a eu une décision qui peut toucher à ses intérêts, il peut venir en tierce opposition.
Donc une tierce opposition, quelqu'un qui n'est pas partie principale dans le litige. Donc il vient, il dit qu'il s'oppose à l'exécution de cet arrêt parce qu'il y a intérêt et il justifie de cet intérêt. Docteur? Oui, et encore l'arrêt peut être interprété par la Cour. Je crois qu'elle a... L'émission. Il a résumé une réponse complète par rapport à la question que vous avez posée. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Un dernier mot? Un dernier mot, je pense que les citoyens togolais, tout comme les autres citoyens de la communauté, doivent être fiers de leur cours de justice de la communauté CEDEAO et je les informe que la cour de justice de la CEDEAO est à leur disposition chaque fois qu'ils s'estiment victimes de quoi que ce soit par rapport à la compétence. Si cela relève de la compétence de la Cour ne va pas faire un déni de justice, qu'il s'assure que la Cour va trancher équitablement. Docteur? Oui, mon mot, c'est dire tout simplement que la Cour est un instrument efficace de protection des droits des acteurs de la communauté. Elle joue un rôle fondamental, un rôle très important dans le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. Que la Cour existe, elle est opérationnelle, elle travaille, elle rend des décisions, elle inspire confiance. De ce point de vue, la Cour de justice peut, par ses attributions, aboutir à l'intégration des États d'Afrique de l'Ouest par le droit. La Cour peut participer activement à la réalisation de la vision 2020 de la communauté, qui est de transformer la CEDEAO des États en une CEDEAO des peuples. La Cour a un rôle extrêmement important. Alors, est-ce que cette sensibilisation, c'est une tournée que vous faites ou c'est juste le Togo? Non, nous revenons juste du Mali, où nous avions eu à faire un atelier de formation à l'endroit des magistrats et des avocats de la République du Mali. C'est à l'issue de cet atelier de formation que nous sommes ici pour nous adresser aux médias togolais. Et d'ailleurs, je profite pour calmer un peu la société civile qui se plaignait de n'avoir pas été associée. En fait, c'est un déplacement destiné aux médias que la Cour envisage dans un avenir d'associer la société civile ouest-africaine à la sensibilisation sur la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Aboubakar Diakité, vous êtes greffier à la Cour de justice de la CEDEAO et Dr Daouda Fall, vous êtes le directeur par intérim du département recherche, documentation et communication de la Cour de justice de la CEDEAO. Messieurs, merci d'être passés dans cette émission. Merci, nous vous remercions. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous espérons, nous osons croire que vous avez beaucoup appris sur cette cour. En tout cas, moi, j'ai été à une véritable école. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Je vous retrouve très prochainement.